Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Dans la tête avec Dominique. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 du style d'attachement évitant. Je me suis basé sur le livre qui s'appelle Couper des autres, couper de soi, quand la distance affective cache des blessures d'attachement. Ça a été quand même long à faire, donc ça se peut que cet épisode soit un peu plus long. Donc on va commencer maintenant. Parfois, les gens ils vont se sentir décalés par rapport au reste du monde. Les styles d'attachement évitant. Ils vont avoir une impression de ne jamais être à leur place, peu importe où ils vont être. Lorsque l'on se coupe de ses émotions, on se coupe aussi des autres. Cela ne signifie pas que les gens n'ont pas de relation ou qu'ils ne comprennent pas nécessairement les autres. Ce qui fait n'est pas le lien social. Ce qui fuit, ce n'est pas le lien social, mais la relation d'intimité et de proximité émotionnelle. Il construit sa vie sociale à réduire le plus possible les déclencheurs émotionnels. Certains auteurs pensent qu'il est plus adapté à notre société. Le mode évitant, il serait comme plus adapté à notre société. Ceci se développe en réaction à un contexte familial et social trop éprouvant pour rester en contact avec ses émotions. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont continuer d'avancer finalement, de se couper de ses émotions. Autant le tempérament et le degré d'extraversion-introversion vont teinter nos personnalités futures, autant un enfant élevé dans un milieu étouffant qu'un enfant laissé à lui-même. Les deux construisent une carapace pour que le monde extérieur ne les atteigne plus. Cela peut venir d'un manque de communication, de regard, de présence aimante, de soutien. D'autres d'un trop-plein de protection, d'exigence, de critique. Là, j'ai dit de présence aimante, de soutien, mais un manque. C'était un manque de présence. D'autres pour des traumatismes plus grands. Se bloquer aide, mais à long terme, ça devient une bombe à retardement. Le détachement émotionnel vient souvent dans un environnement familial où le vide règne. Par des paroles échangées, par des gestes de tendresse, de l'absence de tendresse, absence de parents, ou généralement par peu chaleureux, laissant un enfant seul avec ses émotions et ses pensées. Lorsque cela est absent, l'enfant se protège en se refermant sur lui-même. La solitude peut se vivre même entourée, et une personne peut être seule avec lui-même et se sentir entourée par la nature, les animaux, etc. Le sentiment de solitude s'exprime souvent par le vide, l'ennui, l'impression que personne ne nous voit ni ne nous comprend, un décalage avec les autres, l'idée que nous ne sommes pas dans la bonne famille ou la bonne planète. Le manque de vrai contact. Nous avons besoin d'être protégés, choyés, réconfortés en cas de stress, mais sentir que nous existons aux yeux des autres peu pour ce que nous sommes. Être vu, entendu, écouté, reconnu, compris. Il y a la solitude de l'enfant unique. La fratrie peut servir de soutien. L'imaginaire comme ressource. Pas de réponse aux interrogations, ce qui influence le sentiment de solitude. L'imaginaire devient un refuge pour traverser les moments difficiles. Cela aide à construire de bonnes ressources intérieures. Sans partage de petits ou grands moments, l'enfant grandit seul et apprend à faire avec cet état de fait. Une fois adulte, la personne se confortera dans son indépendance et détachée des autres. Il y a le prolongement de l'évitement de l'enfance à l'âge adulte, et cela a pour but d'éviter de souffrir à nouveau, autant relations amoureuses, amicales qu'avec les collègues. L'enfant fait avec en niant ses propres besoins. Une fois adulte, cela est rendu une habitude. Nier tout espoir et ses besoins est une façon de ne pas être déçu.
Nous pouvons avoir une vie riche, travail, passe-temps, amour, amis, famille, etc. et quand même vivre la solitude. Le sentiment de vide, malgré la richesse de notre vie, est un message à se reconnecter à soi-même, à prendre soin de notre soi blessé, notre enfant intérieur. Il y a aussi la perte d'un être significatif qui fait en sorte qu'on peut devenir évitant. Fuir les émotions pour survivre. Être dans l'action constamment, dans le but de freiner les pensées et les ressentis. Tant que nous restons dans le faire, cela évite de contacter son être profond. L'absence de mots sur ce que nous vivons et l'absence de soutien fait vivre un double deuil. La coupure avec la personne significative et le fait que l'enfant, la personne ne peut en parler, ce qui est vécu comme un vide. La stratégie, l'anesthésie émotionnelle. Donner, autre exemple, il peut l'avoir aussi dans les relations amoureuses, dans le fond, la perte d'emploi. Tu vis plusieurs deuils, dans le fond, quand tu vis une rupture amoureuse ou une perte d'emploi. Puis on va le voir un peu plus loin, là, je vais les nommer, mais tu sais, on va les rappeler. Des fois, tu fais un deuil, en fait, d'un idéal. Tu fais pas juste le deuil de la personne. Puis surtout quand on a une personnalité soit anxieuse ou évitante, on va surtout être dans le deuil de ce qu'on a construit comme idée de cette relation-là, en plus de vivre le deuil de la relation. L'enfant non désiré, un autre exemple de comment on peut développer l'évitement, ça crée un sentiment de ne pas exister. Le sens à sa vie se crée lorsque sa présence a un impact sur les autres. Vivre de l'ignorance et de l'indifférence est très douloureux. Puis je peux donner un exemple. Souvent, les personnes avec la personnalité évitante, ils vont faire vivre justement de l'ignorance et de l'indifférence à la personne avec qui ils sont en couple ou quand ils vont faire la rupture. Fait que pour l'autre, c'est un double deuil à vivre, parce qu'il y a souvent le fait de ne pas comprendre justement qu'est-ce qui vient de se passer. T'sais. Puis même si l'autre personne a dit on va se revoir, on va se parler, ça sécurise pas du tout. Là. La personne va quand même créer des idées pour ne pas rester dans un vide, mais ça va quand même créer des insécurités encore plus. Il peut y avoir aussi la rébellion de l'enfant ado, est une façon de se sentir reconnu, justement, face à se sentir exister, face à l'ignorance. Dans chacun des contextes, s'ensuit une lutte contre le vide, bâtir une carapace autour de soi. Ce qui est quand même pas pire difficile, on vit avec un vide, donc on va se comporter pour combler ce vide-là de diverses façons. Les gens qui ont un style d'attachement évitant ne seront pas contre les relations. Même, on va avoir l'impression qu'ils vont construire quelque chose avec nous. Ils vont être capables de projeter la relation, ils vont donner, Mais ça, c'est souvent au début, justement, parce qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de réel. Mais ils vont avoir créé quelque chose avec l'autre. Puis c'est ça un peu leur but, parce qu'ils le veulent. Rares sont les styles d'attachement évitant où ils ne veulent pas de relation. Ça existe, mais ils sont plus rares. Mais une fois que l'intimité va être créée, on va le voir plus loin, l'émotion prend trop de place. Puis ils ne savent pas quoi faire avec ça. Fait qu'ils s'en vont souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas, mais c'est toute une façon de voir les choses. À quel point ils reviennent pour les bonnes raisons. Eux, ils sont persuadés qu'ils vont revenir parce qu'ils vont avoir justement apaisé leurs émotions. Donc, ils vont pouvoir recréer quelque chose, même s'ils vont vers quelqu'un d'autre. Parce que l'autre personne ne sera pas la même, donc la pression va être plus basse, mais ils n'auront pas créé de quoi. Puis ça se peut qu'ils créent de quoi. Comme ça se peut qu'ils ne créent rien avec cette personne parce que leur but c'était de s'apaiser. Puis là, ils peuvent revenir vers la première personne. Là, ça devient compliqué parce que je dis souvent personne. Mais ils peuvent revenir avec l'ex
Mais ils sauront pas, tu sais, ça va être des paroles, banales, ça va être en superficiel par-dessus, tu sais, ils vont pas revenir sur la situation, ils vont pas en parler, et souvent, ben, tu sais, l'autre va vouloir en parler, fait que des fois, ils vont faire des petits gestes du style qui vont, mettons, si on prend les réseaux sociaux, ils vont aller voir vos stories tout le temps pour deux raisons. La première, ils vont essayer de recommuniquer par texto ou essayer de se croiser, mais ça ne sera pas réellement dans le but de revenir, mais ça va être dans le but de tester. Est-ce que l'autre personne va m'embahir? Est-ce que relationnellement, est-ce qu'émotionnellement, je suis capable de revenir? Il y a ça comme but. Il peut y avoir aussi comme intention que ça soit est-ce que j'ai bien fait de partir? Tu sais, si l'autre m'envahit encore ou je résens, est-ce que j'ai bien fait le choix? Parce qu'on va le voir plus tard, hein, les gens qui vivent avec un style d'attachement évitant ou anxieux ne font pas toujours des choix pleinement éclairés, libres, mais plutôt sous le coup de l'émotion, mais eux vont être persuadés qu'ils le font de manière très réfléchie. Mais ça, on verra plus tard. Là, on a vu comment on peut développer le style d'attachement quand il manque quelque chose ou qu'on est ignoré ou qu'on a perdu de quoi. Là, on va aller voir l'exact opposé. C'est le trop. L'excès des mots, de gestes et d'attitudes génère chez l'enfant l'ado des stratégies de défense. L'enfant se replie sur soi, éteindre sa flamme et ne montrer de l'extérieur que ce qui est attendu. Le détachement est une manière de faire face et de retrouver du contrôle dans des situations où la personne n'a plus de prise sur l'extérieur. Exemple, en couple, veut s'engager, l'autre n'est pas à la même place et comme il n'a pas de prise sur l'autre, il se conformera aux attentes de l'autre jusqu'à ce qu'il se sente envahi et va mettre une distance à la relation et aller possiblement dans une autre moins engageante dans le but de se protéger, mais aussi de mettre à distance l'autre plus facilement. Donc, ici, ça veut dire que quand il s'engage souvent dans une autre relation, ça va être une manière de dire à l'autre « je veux pas que tu reviennes, je veux que tu arrêtes ». Donc, ici, ce n'est pas un choix vraiment éclairé. Fait qu'ils vont se protéger en allant dans une relation qui est plus facile, moins engageante, moins émotionnelle, mais aussi pour que l'autre ne revienne pas. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est partie vers un autre ne reviendra pas. Ce qui est quand même très dur à vivre. Il y a l'hyper-exigence parentale. Parfois, l'exigence d'un parent est le reflet de ses propres échecs qui sont transférés sur l'enfant. L'enfant n'est donc pas reconnu pour son être individué et ses capacités propres. L'enfant peut se mettre en mode opposition et faire tout le contraire de ce que les parents veulent. L'enfant peut se plier aux exigences du parent, mais en restera marqué et son identité personnelle inexistante, ce qui crée une fermeture sur soi. La surprotection étouffante. Pour développer l'estime de soi et la confiance en soi, l'enfant doit avoir un besoin d'attachement, de protection et de réconfort. Mais il doit également être en mesure d'explorer son environnement, son autonomie et l'ouverture à l'extérieur de la relation parent-enfant. Ici, après ça, on a la violence des mots. En se réfugiant dans une forteresse d'impossibilité et de pseudo-indifférence, elle se coupe d'elle-même et des autres. Pour elle, c'est une protection des agressions extérieures. L'enfant peut développer une figure de substitution, par exemple, des chiens. Une bonne stratégie, mais elle peut devenir un problème lorsqu'il est temps de relations d'intimité, induites par le couple ou par l'amitié qui demande un dévoilement de soi. Car cela est très difficile pour l'évitant de se dévoiler, ce qui peut être mal perçu pour les autres et créer des ruptures, même si ce n'est pas la volonté réelle de l'évitant, même si c'est lui qui crée la rupture. C'est pas plus facile pour lui de la vivre. Maintenant, on va rentrer dans quand c'est un peu plus chaotique. La maladie mentale d'un parent, la maltraitance, les abus sont tous des situations de trauma et où l'enfant ado est forcé de s'adapter. La dissociation avec ses émotions reste un moyen efficace de pouvoir avancer jusqu'à ce que
que le chaos ne soit plus présent. Exemple, l'enfant se détourne de la mère, se protège d'elle, n'attendant plus rien d'elle et se tournant exclusivement vers le père pour répondre à ses besoins. Ceci peut faire en sorte qu'à l'âge adulte, le couple se formera seulement si le partenaire répond à tous les besoins. La personne évitante, n'ayant pas appris à se suffire à lui-même, cherchera la personne qui comblera ses besoins, mais partira dès que des comportements ou situations seront semblables au chaos vécu dans le passé. Par exemple, un ton de voix élevé. Puisque l'autre n'est pas dans les réponses aux besoins de l'évitant partira à la recherche immédiate de quelqu'un qui répondra à ses besoins immédiats. Notons que l'évitant, ne connaissant pas nécessairement ses besoins, ira avec quelqu'un qui à court terme répondra à ses besoins immédiats, et non à ceux à long terme. De plus, ne pas être en mesure de répondre à ses propres besoins, il est difficile d'être là pour l'autre lorsqu'il en a besoin. Donc, souvent l'évitant, quand ça va être le temps que l'autre, prenez soin de moi aussi. Moi, j'ai pris, mettons, je vais vulgariser. Moi, je prends beaucoup soin de toi. Maintenant, c'est à ton tour parce que je vis quelque chose de difficile, mais souvent, l'évitant ne sera pas capable de le faire. Donc, soit qu'il ne fera rien, ça va créer peut-être un conflit, des frustrations, ou soit qu'il va tout simplement partir. Il va s'en aller. Parce que, comme on a dit juste avant, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il va avoir besoin que, vu qu'il ne connaît pas ses propres besoins, que l'autre réponde. Puis ça, en couple, ce que ça peut donner, c'est que, vu que tu n'as pas d'identité personnelle, tu vas avoir créé, probablement à l'adolescence ou jeune adulte, une identité relationnelle. Ce qui fait que tu vas toujours être en relation avec quelqu'un. Donc, soit que tu vas rester très 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 longtemps dans une relation qui pourrait être malsaine ou toxique, mais ça ne veut pas dire qu'au début elle l'était, là. Ça veut juste dire que ça s'est développé vers ça un moment donné. Mais aussi, tu peux sauter d'une relation à l'autre. Tu pourras avoir passé 4, 5, 6 ans avec la même personne et une fois que c'est terminé, même pas une semaine après ou un mois après, tu es déjà avec quelqu'un. Mais il se peut même que ce soit quelqu'un qui était déjà dans l'entourage de la personne et elle met fin à la relation et le lendemain, bang, est avec quelqu'un. Et ainsi de suite. Tu sais, j'en ai rencontré des gens beaucoup qui font comme ça comme comportement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a que les évitants qui font ça. Il y a aussi les styles d'attachement justement anxieux qui le font parce qu'ils sont anxieux, ils ont peur de l'abandon, ils ont peur d'être seuls. Puis ce qui est important à garder ici, c'est que autant les personnes en style d'attachement évitant ou en style d'attachement anxieux, les deux ont la même peur, c'est celle du rejet et de l'abandon. Fait qu'il ne faut pas voir l'évitant complètement différent de l'anxieux. Il ne faut pas non plus le voir comme ils ont vécu quelque chose de si différent. Souvent, c'est semblable. On le verra dans un prochain podcast que je fais sur les personnes, sur les styles d'attachement anxieux. Mais c'est juste que chacun d'eux aura développé de manière différente. Et comme j'avais dit, je pense dans la dernière vidéo, sinon je le répète, ou je le nomme premièrement, c'est qu'on peut passer d'un style à l'autre dépendamment d'avec qui on est. On peut aussi avoir un bout de vie où on est plus évitant, puis un autre bout de vie où on va être plus anxieux. Mais on peut aussi être évitant au début de la relation, puis devenir anxieux à la longue. Parce que ça se peut que deux évitants soient ensemble, mais ça se peut que, puisque ces deux évitants, il y en a un des deux qui devienne anxieux. Comme deux anxieux ensemble, ça se peut qu'il y en a un qui devienne évitant. Ce qui est quand même perturbant dans ta propre vie si tu n'es pas conscient et ça va faire vivre beaucoup de choses. L'autre point maintenant, c'est de rentrer dans la maltraitance. Bon. La rage est un mélange de colère et d'impuissance. Elle émerge quand nous vivons une situation d'injustice. La rage est une tentative de purge qui ne fait qu'alimenter le problème. La rage est une façon d'éviter le sentiment de tristesse, de honte, de culpabilité, de peur. La dissociation à bonne dose, un mécanisme biologique qui est quand même assez précieux. Là, vous comprendrez que je saute quand même d'une information à l'autre assez rapidement parce que j'ai quand même fait une première longue partie. Et là, c'est juste que je vais un peu plus en profondeur dans chacune des parties. Fait que c'est sûr que si vous écoutez seulement la partie 2 ou la partie 1, vous allez manquer des infos. Mais comme là, on a
avant de partir dans la dissociation, on a passé un peu sur comment on peut développer un style d'attachement évitant. Comme on peut le voir, il y a une partie qui est dans le manque. Il y a quelque chose qui n'était pas là. Comme on est allé aussi vers qu'est-ce qui est le trop, qui crée quand même le manque, qui empêche dans les deux cas un développement de personnalité réelle ou un développement d'une structure interne quand même solide. Il y a aussi le côté du chaos où c'est un peu plus chaotique, où c'est un peu plus mélangé, où c'est plus difficile. Je n'ai pas trop non plus élaboré sur tout ce qui est chaotique parce que là j'ai nommé la santé mentale, mais ça peut être la dépendance, ça peut être aussi l'emprisonnement, la délinquance, ça peut être beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la personne évitante, elle n'a pas non plus appris à suffire à elle-même. Donc, elle a besoin de l'autre où va vraiment réellement se couper de l'autre. Mais on va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'elle fait. Puis c'est là qu'on va le voir un peu, c'est dans la dissociation, qui est à bonne dose, va être un bon mécanisme, mais si on va plus loin, trop souvent, ça ne sera pas bon pour soi. Parce que le cerveau va percevoir dans le fond un danger et il va, au lieu de fuir en fait, au lieu de fuir et de combattre, là je fais une petite parenthèse ici, dans le cerveau, lui, quand il voit un danger, on s'entend, j'ai fait un autre podcast que je vais publier bientôt sur l'anxiété, qui est sur le fait que quand on vit quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui fait peur ou un danger, il y a trois possibilités. On a fuir, combattre ou figer. Mais ici, dans le style d'attachement évitant, le cerveau ne va pas fuir ni combattre. Il va figer. C'est comme si, puis là on rentre un peu plus dans justement ce qui se passe dans la tête, et c'est là que je trouve ça très intéressant. Cette information-là est quand même importante, elle est plus scientifique, elle est moins basée sur comment on pense, mais plutôt sur ce qui se passe biologiquement. C'est comme si, vu qu'il y a un danger énorme, il est trop grand, il y a un flot de cortisol et d'adrénaline, les neurotransmetteurs qui vont envoyer ça. Mais parce que ce qui arrive, c'est que, vu qu'il y a un danger, le corps va envoyer une alerte complète. Il va envoyer... il va envoyer une grosse dose de, mettons, justement, de cortisol et d'adrénaline, ce qui devient un peu comme, pour le corps, ça devient dangereux pour le cœur et le cardiovasculaire. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il y en a trop. Fait que les neurotransmetteurs, finalement, ils vont envoyer de la morphine puis de la kétamine au cerveau pour calmer le système cardiovasculaire. Fait que cela agit comme un shoot de drogue. La personne ne ressent plus rien. C'est la dissociation. Cela amène la personne dans des limbes et le brouillard, là où la réalité semble un peu moins réelle et la douleur moins grande. Donc, on sent moins. L'enfant qui est témoin, mettons, de violence, que ce soit des mots, des commentaires, ça peut être du sarcasme, mais ça peut être des parents qui sont pas présents, mais comme tout ce qu'on a nommé avant. Mais je rajoute, la violence, c'est pas toujours juste des coups, là. Ça peut être l'utilisation des mots, des commentaires dénigrants. J'ai tellement entendu de commentaires qui sont pas... C'était pas des parents qui étaient méchants volontairement, mais eux avaient leur propre souffrance, puis disaient des commentaires à leurs enfants qui n'étaient pas dans la bienveillance. C'était beaucoup plus dans un peu des reproches. Puis, c'est ça. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais ça pouvait être moi, mon corps était comme le tien avant, aujourd'hui, je suis un tonneau. C'est pas méchant. Mais en même temps, comment l'enfant perçoit ça? Sinon, ça peut être toi, tu changes d'une relation à l'autre. Voyons, regarde-toi comment tu t'habilles. C'est pas vrai que je vais te laisser sortir de même. Ça fait 3 garçons que tu rencontres depuis 1 mois. C'est quoi? T'es une petite traînée? T'sais, là, je dis un peu n'importe quoi, là, mais toutes sortes de commentaires comme ça. Mais ça peut être aussi
Puis on le verra un peu plus tard, mais ça peut être aussi le manque de communication du style l'enfant vit quelque chose, puis ou l'ado, puis le parent, j'ai pas le temps de vivre ça, là, gère-toi, fais autre chose, c'est pas important, des trucs de même. Ce qui fait que l'enfant témoin de violence se trouve face à l'insupportable impuissance de ne pouvoir rien faire. Et la rage qui va avec. La dissociation aide à ne plus sentir et se réfugie dans le brouillard, la non-émotion, la non-sensation, la non-réaction. Fait qu'on ne sent plus rien. Le piège de la dissociation, c'est de le répéter. C'est répéter ce mouvement-là. Elle est utile à bonne dose, toxique à l'excès. Quand les épreuves et les coups durs nous amènent, de la vie, nous amènent trop souvent à nous couper de nos émotions, l'habitude de ne plus être à l'intérieur de nous-mêmes et d'être déconnecté du réel se met en place. Lorsque l'état dissociatif devient répété, il devient une habitude de fonctionnement. La dissociation est comme le langage. Là, ici, je veux dire par là que puis ça, en travaillant dans les écoles, c'est un peu ça qu'on fait, mais en thérapie, on le fait. Le but, c'est de dire, de répéter, de se pratiquer le plus souvent possible, pour qu'à un moment donné, le cerveau, ça devienne une habitude. Mais c'est un peu la même chose quand on est à l'école, qu'on apprend une langue, le français ou l'anglais. Le but, c'est de le répéter, de le répéter, de le répéter. Et plus on le répète, plus ça devient naturel. On n'a plus besoin d'y réfléchir. Ça vient tout seul. Fait que c'est un peu la même chose. La dissociation est comme le langage au sens où elle permet à l'individu de s'adapter et d'interagir avec l'environnement. Face au danger, la personne ne dit plus rien, ne ressent plus rien. Le message qu'il perçoit, mettons pour l'autre, parce que les autres autour, mais pour soi-même aussi, c'est « je suis en train de disjoncter car ce que je vis dépasse mes capacités ». Là, c'est une manière, c'est une vulgarisation que je suis en train de faire. Ce n'est pas réellement ça que la personne va se dire consciemment dans sa tête. C'est l'inconscient qui va dire ça. C'est je suis en train de disjoncter, je suis pas capable de vivre ça, fait que je me ferme. On dissocie. Le piège est qu'en devenant une habitude, cela agit comme une drogue par des mécanismes neurochimiques, morphine, kétamine. Plus la personne vit des moments de déconnexion, plus elle reçoit les deux substances. Plus elle en veut. Et ça, c'est toujours pas conscient. C'est biologique. Ça se passe réellement sans vraiment notre consentement. On n'est pas conscient que ça arrive. Et ça, c'est ça qui devient un peu un problème. Fait que c'est pareil comme des addictions comportementales, on parle ici. On parle de sport, de sexe, de travail. Les gens vont justement aller dans la sexualité pour se dissocier, pour vivre, parce que tu sais, on s'entend vivre de l'orgasme, ça fait quand même quelque chose du bien au cerveau. Le problème, c'est que quand tu veux te dissocier en faisant de la sexualité beaucoup, c'est que l'orgasme, c'est aussi un autre neurotransmetteur qui va donner des neurotransmetteurs style dopamine, puis endorphine, mais aussi l'oxytocine, parce que je veux dire, quand tu colles quelqu'un, dépendamment des rapports sexuels, quand tu colles quelqu'un, ça développe, la dopamine, ça va être un shoot dans la séduction, mais aussi dans se faire désirer, ça va donner un shoot de dopamine, puis l'orgasme aussi en donne un, mais l'orgasme aussi donne de l'endorphine, on est plus fatigué, on est relax, ça l'enlève des tensions. Et vu qu'on se colle aussi, des câlins, puis tout, ça crée de l'ocytocine. Le problème ici avec les personnes avec le style d'attachement évitant, c'est qu'eux vont être persuadés que dans la sexualité, ils vont créer un lien. En même temps, ils n'en créeront pas. Ce qui est un peu paradoxal. Ils ne veulent pas créer de lien, mais ils veulent créer des liens. Fait qu'ils vont créer le lien souvent par la sexualité en premier. Pas toujours, mais souvent. Je connais beaucoup de personnes qui le font. Ce qui fait que quand une relation va se terminer parce qu'il y a trop d'affaires, puis que là, ils ont un shoot de morphine, kétamine, puis qu'ils sont relax, mais ils veulent quand même se sentir vivants, ils veulent quand même pas. Fait que c'est pour ça qu'il arrive souvent qu'ils vont aller vers une autre relation, et ça sera pas très long qu'ils vont avoir une relation sexuelle, ça va être quand même assez rapide, là. Une fois que la morphine puis la kétamine va avoir dispersé en dedans, là,
la vie reprend, fait qu'ils vont faire, ben, comme tout être humain, la dopamine, c'est de la joie, l'endorphine, c'est de la relaxation, puis que l'ocytocine, c'est de l'amour. Donc, la sexualité va prendre beaucoup de place. Le sport aussi crée beaucoup de dopamine puis d'endorphine, surtout beaucoup d'endorphine. Fait que ça vient relaxer, fait que plus t'en fais, plus t'en as besoin. Puis le travail, ils vont fuir dans le travail parce que c'est une manière de faire de l'argent. On est toujours content de faire de l'argent, mais tu sais, en même temps, dépendamment quel travail on fait, quand c'est des projets ou quand c'est quelque chose qui donne beaucoup d'adrénaline, beaucoup de dopamine, ben ça va, comment dire, ça va anesthésier. Tu n'auras pas le temps de penser, tu n'auras pas le temps de ressentir, puis ça va anesthésier temporairement quelque chose. Le problème, c'est que à un moment donné, t'en veux plus, tout le temps plus. Et ici, ce qui est... Fait que c'est ça, c'est que ça génère de la sécrétion de drogue interne qui anesthésie. Puis on prend la comparaison avec les coureurs qui disent avoir besoin de courir tous les jours, sinon il y a comme un ressentiment, un ressenti de manque. Fait que c'est ce qui arrive, c'est que tu t'en rends pas compte, tu veux du sexe, t'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. Je vais donner un exemple que je connais, qui est arrivé qu'à un moment donné, dans un rapport sexuel, une personne m'avait raconté que, tu sais, l'autre personne, là c'est un gars, une fille. La fille, elle voulait plusieurs rapports sexuels et à un moment donné, elle en a vécu un. Mais comme elle n'a pas eu d'orgasme cette fois-là, elle a commencé à se toucher, ce qui est correct, là. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, elle a commencé à vivre d'une frustration parce que l'orgasme ne venait pas. Et elle était fâchée pour vrai devant l'autre. Et tu sais, ça a comme déstabilisé un peu l'autre parce que c'était la première fois que tu sais, il n'y avait pas d'orgasme entre les deux. Mais là, tu sais, l'autre personne a trouvé ça un peu bizarre. C'était comme, ben, c'est pas plus grave que ça si on n'en a pas. Puis l'autre était vraiment fâché de ne pas en vivre un. Là, ici, dans cet exemple-là, on voit que ça a créé un manque. Ça a fait en sorte qu'elle n'a pas eu ses hormones, ses neurotransmetteurs. Elle les a pas eu, ce qui fait que elle a ressenti un malaise, puis là, elle voulait pas ressentir ce malaise-là. Fait que là, finalement, ça a créé une colère. Ceci explique en partie l'attachement évitant. Ça explique en partie. Les réactions d'adaptation chroniques, l'attachement évitant. Même si cela protège un temps, cela laisse des émotions non digérées. Cela peut devenir une façon d'être, une personnalité stable, voire rigide. Ici, ce que ça veut dire, c'est que vu que tu ne vis pas tes émotions, ben, ils vont s'accumuler en dedans de toi à quelque part, ce qui fait en sorte qu'en général, tu vas encore courir plus sans t'en rendre compte, vers soit plus de travail, plus de sport, plus de sexe, plus de relations, plus d'anesthésie. Et là, tu vas tourner en rond, mais ça prend des fois un certain temps avant de s'en rendre compte. Comme j'avais dit, j'ai connu des gens que ça a pris 4, 5, 10 ans avant qu'ils se rendent compte de leur comportement. T'sais. On peut y aller un petit peu plus vite peut-être, on ne sait jamais. Maintenant, on va rentrer dans le fonctionnement à l'âge adulte. On tombe un peu moins dans l'enfance-adolescence, mais dans l'âge adulte, le fonctionnement. La personne s'installe dans une carapace ou un masque afin de se protéger du monde extérieur. Se manifeste par une faible capacité à ressentir ses émotions, difficulté à les exprimer et les partager avec l'entourage. Il y a une difficulté à nouer des liens engagés, profonds et intimes avec les proches. Ce qui est représenté ainsi, ça c'est un peu ce qui va se passer dans la tête. Les émotions, les autres et le monde sont source de rejet ou d'abandon, donc de souffrance. Alors il vaut mieux que je ne montre pas ce que je ressens et que je me débrouille seul. La personne est plus ou moins consciente de cela. Il va appréhender la proximité et les relations trop proches. Appréhender dans le sens où pour eux ça va être comme être un danger. Car cela pourrait faire vivre des émotions, donc dont il ne saurait que faire. Ils ne sauraient pas quoi faire avec ça. Ils ont des comportements d'autosuffisance qui les trompent eux-mêmes, mais ça trompe aussi les autres.
Mais pour eux-mêmes, qu'est-ce que ça va faire en sorte? C'est qu'ils vont penser qu'ils n'ont jamais besoin de personne. Mais c'est pas vrai. Tous les êtres humains ont besoin d'être en relation avec les autres. Et comme j'ai expliqué, il dit au début et dans l'autre podcast, c'est ils veulent être en relation avec les autres. Mais c'est dès que ça devient engageant et qu'il y a des émotions, ils savent plus quoi faire, ils sont pas bien puis ils s'en vont. Fait que ça les trompe eux-mêmes lorsqu'ils se disent « Je suis capable de m'occuper tout seul, j'ai pas besoin des autres ». Parce qu'on l'a dit, ils n'ont pas développé d'être suffisants pour eux-mêmes. Ils ont développé des comportements pour continuer d'avancer. Le travail, payer des factures, répondre aux aléas de la vie du quotidien. Il n'y a aucun problème, ils vont être capables de le faire, ils vont même être excellents pour le faire. Mais c'est de se suffire à soi-même, de prendre soin de soi, de s'aimer, de se pardonner à soi-même, de pouvoir vivre quelque chose avec les autres pour vrai. C'est là qu'ils se trompent. Mais ça trompe les autres. Parce que les autres, ils vont penser. Ils ont des émotions, mais ils le cachent. Fait que, tu sais, ils vont penser, les autres, que t'as pas d'émotion, tu ressens rien, tu parles jamais, on dirait que tu t'en fous, c'est comme si ça te ferait pas un pli, mais c'est complètement faux. Ils vivent des émotions en dedans d'eux, mais ils ne les montrent pas, ils ne les partagent pas. Ce qui peut créer des conflits ou des mésententes. Le mot émotion, ce qui est important à dire, c'est que le mot émotion veut dire mouvement vers l'extérieur. Et c'est ça qui est difficile pour les styles d'attachement évitants, c'est qu'il n'y a pas de mouvement vers l'extérieur. À trop interdire, mettons là on va rentrer dans une émotion à la fois, on va en faire deux. À trop interdire la colère, elle explose ou elle implose. Quand on parle d'exploser, on le voit partout, ça décrit des frappes, des comportements extériorisés, on va le voir, ça va être briser des choses, ça va être des violences de mots, etc. Quand c'est quelque chose d'implosé, on va avoir des problèmes à l'intérieur de nous. On va comme tourner cette violence-là envers nous. Donc, on va se rabaisser, on va se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas bon, qu'on ne le mérite pas. Ça se peut qu'on prenne des drogues pour s'anesthésier, mais aussi un peu pour s'autodétruire. Ça se peut qu'on se coupe. On va utiliser des comportements, des troubles alimentaires. Là, je rentre dans d'autres choses. C'est qu'on peut aller dans d'autres troubles, mettons, pour, oui, s'anesthésier soi-même, mais en même temps, pour s'autodétruire tranquillement, pas vite. Et là, l'enfant va enregistrer le message que la colère est dangereuse et donc va se l'interdire. La colère cachée derrière... Puis là, il va y avoir ici, puis ça, on va le voir un peu plus chez les femmes, mettons, là. Mais il y a des hommes aussi là, qui vont l'avoir, qui le font, mais souvent, la colère pour les femmes qui la répriment va se cacher derrière de l'agressivité froide. Ça va être passif-agressif, des commentaires, du sarcasme, beaucoup de sarcasme. Ça va se cacher vraiment dans le sarcasme parce que le sarcasme, c'est quand même un style d'humour. On va penser que c'est drôle, mais en réalité, là, entre amis, on peut le faire, en couple, on peut le faire un peu. Du sarcasme, c'est pas mauvais, mais quand tout est tourné au sarcasme, c'est pas sain. Puis pour eux, c'est comme, ben non, c'est correct, mais c'est parce que le sarcasme, il vient anesthésier l'émotion. Il vient justement changer quelque chose de place. Parce qu'on va se dire c'est de l'humour, puis on veut rire, c'est haha, c'est drôle rire, on vit pas. Mais j'ai tellement rencontré de gens dans la vie que l'humour est utilisé à outrance, et quand c'est utilisé à outrance, c'est pour camoufler un mal-être. Puis le sarcasme aide beaucoup à camoufler un mal-être. Mais tu sais, le sarcasme, c'est aussi dénigrer puis rabaisser l'autre aussi. Ça peut être drôle, mais quand c'est utilisé à l'excès, ça ne devient plus drôle. Il n'y a pas de personne dans la vie qui aime le sarcasme 100% du temps. Fait ils vont utiliser aussi des mots pour rabaisser l'autre ou ils vont utiliser des intonations de voix. Je vais donner un exemple. Mettons qu'ils vont avoir raison sur quelque chose. Ils vont comme, tu vois, j'avais raison, hein. Il faut bien que ce soit moi qui le fasse. Puis on sait bien, toi, t'es comme ça. Il n'y aura pas de cri, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de grosse, mais ça va être une espèce d'agressivité complètement détachée, complètement froide. Ce qui devient aussi insécurisant puis aussi blessant
que quelqu'un qui va se fâcher, puis qui va crier, tu sais. C'est juste que le cri, on va avoir peur, puis on va s'anesthésier. Tu sais, la personne évitante, il va être avec quelqu'un qui va crier, ben, elle va faire, oh mon Dieu, ça me fait peur, je suis pas capable de vivre cette peur-là, donc je m'anesthésie, je ne sens plus rien, je suis pas bien. Mais je sais pas pourquoi je me sens pas bien. C'est normal que crier, on se sente pas bien, c'est une chose. Mais en même temps, la personne utilise justement l'agressivité froide, ce qui devient quand même aussi blessant. Donc, l'autre, si elle est évitante, peut aussi utiliser le sarcasme pour se défendre. Mais après là, quand tu as deux personnes qui utilisent le sarcasme pour se parler, ben, aucun des deux se comprend au final. Aucun des deux va bien, puis améliore rien, parce que les deux se sont juste anesthésiés ensemble. Ça n'a pas donné lieu d'évolution, ni d'être de sentir exister, entendu, etc. Ce qui fait que chacun vit une espèce de frustration sans s'en rendre compte et l'accumule en dedans. Ils peuvent aussi piquer l'autre, des petites blaguettes pour tout le temps piquer. Des fois c'est drôle, des fois ça l'est pas. Faire des blagues sur l'autre, ben souvent ça va être dans le rabaissement, dans genre je suis meilleur que toi, ou dans un petit peu d'arrogance sans s'en rendre compte. T'sais, moi j'ai déjà vu ça là, quelqu'un qui va dire ah ouais toi t'es un peu comme ça, pour montrer genre que tu me comprends, mais au lieu de dire ah ouais toi t'es comme ça, c'était plus t'es comme ça, hein? Puis là, il y a comme une espèce d'émotion où je me sens au-dessus de toi. Ce qui fait en sorte que, ben, si l'autre n'aime pas ça non plus, vivre ça. Ça peut être deux personnes qui font la même chose, mais encore là, ça va créer une espèce d'anesthésie, un duo d'anesthésie qui se comprend pas, mais qui vont accumuler chacun une frustration parce qu'il n'y aura pas eu de communication. Puis là, on va rentrer dans la tristesse profonde qui est bien cachée. L'affaire, c'est que la tristesse profonde, autant chez les gars que chez les filles, elle va être traduite par la colère. Elle va se cacher derrière une colère. Donc, les gars vont plus souvent l'extérioriser, mais pas toujours. Hein. Ils sont capables, eux autres aussi, les gars, d'être capables d'être passifs-agressifs. J'en ai vu plusieurs. Fait que, surtout, ben, ils vont redevenir avec une colère qui est une froideur, donc le sarcasme. Fait que là, ici, on a une personne, on sait pas trop si elle réprime une colère ou si elle réprime sa tristesse. Ça peut être les deux à la fois. Mais dans les deux cas, elle va être exprimée, mettons, je vais prendre l'exemple ici, par une froideur, l'utilisation du sarcasme. Et ils vont être persuadés que l'utilisation du sarcasme, c'est leur personnalité. Ils ont comme caractéristique d'en faire. Parce qu'on se rappelle, s'anesthésier devient un mode de fonctionnement. Donc, si quelqu'un lui dit « Ouais, le sarcasme, j'aime plus ou moins ça », ils vont pas le prendre comme étant « Ceci est un comportement qui peut être changé ». Ils vont le prendre comme étant « Tu me demandes de changer ma personnalité, ça marche pas ». Ce qu'ils se rendent pas compte, eux, c'est que même s'ils rencontrent des gens qui font des sarcasmes, à long terme, le sarcasme, ça détruit une personne. Il y a une des deux personnes qui n'aimera pas ça. Souvent, il y en a toujours une plus que l'autre qui va l'utiliser, le sarcasme. Mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Il y a deux évitants ensemble qui utilisent le sarcasme. Il y en a un qui va finir par se refermer puis vivre plus de colère explosive ou implosive. Puis ils peuvent rester quand même 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 13 ans ensemble. Ils peuvent passer 16 ans ensemble à vivre de même. Il n'y a pas de temps. C'est pas des gens qui. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec le style d'attachement évitant, tout ça. Là. Le temps d'une relation a beaucoup de facteurs, mais il y en a qui vont tolérer ça longtemps. Mais ils vont vivre des mal-être, puis ils ne sauront pas pourquoi. Des fois, il y en a qui peuvent être conscients qu'ils ont un style d'attachement évitant, mais qui ne savent pas quoi faire avec ça, puis qui ne savent pas comme. Ils vont avoir lu ou avoir un peu d'informations là-dessus, mais sans aller plus en profondeur, puis sans réel changement. T'sais, avoir des connaissances, c'est une chose, mais l'intégrer en est une autre. Hein. Fait qu'ils vont, là ici, ils se diront que faire de cette tristesse et de ces larmes que je sens monter, mais que je n'ose pas dévoiler. Un autre exemple, si tu commences à montrer qu'en fait tu es triste, la solitude va te péter au visage et tu vas partir avec. Il faut être fort, il faut tenir, rien doit être perçu. Ça, c'est des phrases qui peuvent se dire dans leur tête, mais ça ne veut pas nécessairement dire, ça se peut que ça soit aussi
inconscient. Ils vont se répéter sans se rendre compte que c'est un peu ça qu'ils se disent. Lorsque la tristesse et la solitude est bien enracinée, le recours aux drogues, alcool, jeux, sexualité, l'excès de travail ou le sport est un moyen de ne pas ressentir d'émotion. Puis ça, ben tu sais, mettons que quelqu'un va travailler beaucoup, ben ça va être bien vu par le reste du monde, tu sais, fait qu'ils vont avoir l'impression qu'ils font une bonne chose. Puis surtout, que ça va montrer à l'entreprise que hey, t'es prêt à te donner. Fait que tu sais, ça reste quand même valorisant. Tu te fais de l'argent, fait que ça devient valorisant. Cet argent-là, tu peux l'utiliser pour autre chose. Fait que quand on utilise cette stratégie-là, c'est difficile après ça de se dire hey, c'est pas correct ce que je fais parce que après ça, c'est l'histoire que ça va te péter dans la face si tu as une famille, que tes enfants ne les voient plus, ou que justement ton couple est en train de se détruire, ou que finalement ton corps va finir par lâcher. T'sais. Ça peut être des red flags, des drapeaux qui vont se lever pour dire wow, il y a quelque chose qui marche pas. Mais sinon, ça veut pas nécessairement dire, tu sais, il y a des gens qui peuvent vivre d'une relation pendant 4 ans avec quelqu'un, après ça, ils vont vivre une autre relation de 3 ans, une autre relation d'1 an, puis ils n'auront rien changé, tu sais. Puis ça se peut qu'ils comprennent toujours pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais comme je dis aussi, ça se peut qu'ils se mettent avec quelqu'un qui est aussi évitant qu'eux, qui vont se lever à 7h du matin, l'autre à 6h, à 7h, il est parti travailler, il t'a pas fait de câlin, il s'est rien passé, peut-être un petit peu de câlin, un petit peu de sexe, après ça, il est parti, puis il revient juste à 8h, 9h le soir, là. Puis une fin de semaine sur 2, ils se voient pas. Ou une fin de semaine sur 3, ils vont se voir, tu sais, fait qu'ils peuvent vivre de même longtemps, parce que ça devient un mode de fonctionnement, c'est confortable. Mais ça veut pas dire qu'ils vont être heureux. C'est ça l'affaire. Ils vont vivre dans un mode confortable, ce qui fait en sorte qu'ils ne ressentiront pas grand-chose, mais inévitablement, il va y avoir d'autres frustrations qui vont s'installer. Puis ça peut être justement la baisse de sexualité, puis là, ils vont le voir comment? Ben là, si j'ai moins de sexualité, je peux plus m'anesthésier. Mais en même temps, si on fait de la sexualité qui est non communicante, non ressentie entre les deux, je vais le dire de manière crûment, c'est qu'une baise. C'est correct quand c'est une fois de temps en temps, mais quand c'est rendu que ça, la sexualité que vous avez pendant des années, même, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait une déconnexion entre les deux, parce que la sexualité est censée être un moyen de connexion avec l'autre. Mais s'il n'y en a pas, on finit par ressentir des mal-êtres. Ça se peut qu'on se sente moins désiré, qu'on se sente moins aimé, qu'on se sente moins... Ça, c'en est une. À un moment donné, ça se peut aussi que tu te rendes compte que toutes les activités que vous faites ensemble, mais vu que vous passez quasiment jamais de temps ensemble, ben, le temps que vous passez ensemble, il n'est pas mieux, il n'est pas de qualité. Parce que vous êtes tellement habitué d'être tout seul dans vos propres émotions, vos propres pensées, que quand vous êtes ensemble, vous tolérez quasiment pas, ou pas du tout. Ou il va y avoir d'autres frustrations du style, ben moi je vis maintenant des frustrations, avant je riais beaucoup, maintenant je suis un peu plus frustré parce que j'accumule des frustrations puis ils s'expliquent pas, fait que là j'implose ou j'explose, puis là l'autre est pas bien avec ça non plus. Là je parle un peu vite, mais tu sais, tout se peut, puis il y a une question de se reconnaître aussi là-dedans. Mais comment qu'on fait pour se reconnaître là-dedans? Ben, on le verra un peu plus tard, là. Mais tu sais, c'est d'aller s'informer. Ça va être d'écouter des reels, des podcasts, de lire des livres, de voir des entrevues, de voir des articles de journaux un peu. Ça va être d'en parler à des gens. Ça va être d'aller en thérapie pour toute autre chose et de découvrir des choses sur soi aussi. Tu sais, la thérapie, c'est pas juste... On va pas là juste pour un problème spécifique. Hein? Je vis de l'anxiété puis je veux être moins anxieux, tu sais. On peut découvrir tellement de choses sur soi pendant la thérapie. Fait que, tu sais, de venir en rencontre 3-4 fois, souvent, ça a très peu d'effet. C'est pour ça que les thérapies d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça donne des résultats. Puis c'est pas obligé d'être tout en continu. C'est pas 3 ans, une fois par semaine. Là. Ça peut être... il y a des moments où ça va être plus intense, ça va être une fois semaine, puis il y a d'autres moments où on va se voir juste une fois par mois, puis des fois il va y avoir des pauses de 6 mois là-dedans, mais on a toujours des choses à apprendre sur soi. Fait que tu peux aller en thérapie pour une raison X, puis finalement tu découvres 3-4 affaires sur toi, puis là tu peux découvrir un mode de fonctionnement, tu peux découvrir un style d'attachement qui fait que finalement tu viens pour une thérapie de couple, puis au final, c'est justement, ce n'est pas la communication le problème, c'est le style d'attachement. Là, je donne des exemples parce qu'on parle de ça, là, mais bon. On retourne à nos informations. Il y a une émotion encore plus redoutée que la tristesse, la peur ou la colère. C'est la honte.
Les déconnexions émotionnelles ont pour conséquence des déconnexions relationnelles. Souvent, il s'y cache la honte, qui détruit l'estime de soi et l'espoir. La honte peut perdurer durant une longue période. Ça peut être quelque temps, mais on peut vivre la honte pendant des années, des années et des années. Mais ça, je l'ai vu surtout en travaillant en itinérance, en dépendance ou avec la judiciarisation. C'est que il va y avoir beaucoup de honte dans ça, beaucoup de deuil non résolu. Puis là, les gens, ben, ils restent un peu pris là-dedans. Fait que c'est à travailler différemment parce on a d'autres problèmes ou défis en plus de ça. On a d'autres. Quand on consomme quand même beaucoup, c'est rare que c'est le seul problème qu'on a. Oui, on peut rajouter un autre diagnostic de santé mentale, mais on peut rajouter quelqu'un qui justement a eu des périodes mettons qu'il y a en ce moment un problème judiciaire ou qu'il y a déjà eu des périodes d'itinérance. Il y a quand même des pertes d'identité, des pertes de repères là-dedans, ce qui fait que c'est à travailler quand même différemment. Puis on peut ne pas vivre de l'itinérance, être dans la rue, là. Ça peut être justement vivre chez des gens. Ça peut être des gens justement qui sont retournés vivre chez leurs parents. T'es pas vraiment chez toi quand t'es chez tes parents. Ou des parents qui vont vivre chez leurs enfants. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur logement, ils sont pas capables d'en retrouver un autre. Il faut quand même dormir quelque part. Fait c'est à travailler différemment, mais en même temps, ça fait partie de la game aussi. Je veux dire, tu vas travailler une affaire, la dépendance, mais il faut que tu travailles quand même le relationnel avec les autres, parce que il y a de fortes chances que une des raisons pourquoi la personne consomme, oui, il y a la gestion des émotions, beaucoup, mais il va y avoir beaucoup de honte et de culpabilité qui fait partie des émotions, mais qui veulent anesthésier. Mais ça se peut qu'il y ait que tout ça a été créé par un style d'attachement évitant ou anxieux, mais là on va parler de l'évitement. Puis là, ben, ils ont commencé à consommer justement pour éviter de vivre cette honte-là. Fait que tu sais, on peut pas juste travailler une affaire à la fois, on va travailler quand même deux choses un peu. Tu sais, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent pour la consommation, mais en général, c'est rarement la consommation qu'on va travailler, c'est beaucoup plus justement la communication avec le partenaire, ça va être comment gérer les émotions, comment les exprimer, ça va être apprendre à connaître des valeurs, ça va être justement comment incarner une valeur en lien avec les comportements qu'on a, parce que souvent, si on se comporte d'une certaine façon, ben, ça va nous faire vivre des émotions, puis des conséquences qui vont faire vivre d'autres émotions, d'autres conséquences. T'sais. Fait qu'on va travailler le fait que plus on est proche de nos valeurs ou nos forces personnelles, ben logiquement, on va vivre probablement un peu moins de conséquences. T'sais. Ça va pas empirer. Fait qu'on peut aussi travailler la relation avec l'autre. Comment qu'on est, nous, en relation avec l'autre. Fait qu'il y a ça un peu. Là, je t'ai rendu, c'est ça une longue période. Il y a la honte saine, ça existe, dont l'événement de notre jeunesse. Les parents ont su réconforter, cela a favorisé la réflexion quant à l'événement. Là, on va prendre, tu fais pipi dans tes culottes, les autres ont ri de toi. Si même l'adulte dit, ouais, là, c'est pas si grave que ça se peut que tu te sentes un peu invalidé, donc ça marche pas. Mais s'il y a eu l'adulte, le parent, qui ont dit, hey, c'est pas grave, ils t'ont pris dans les bras, ils ont aidé à nettoyer, ils l'ont fait avec toi, puis ils t'ont réconforté, ben, ça se peut que la honte soit capable de la digérer, puis tu vas avoir des moments de réflexion sur certains comportements que tu as ou des choses que tu vis, puis tu vas être capable de te remettre en question et changer des choses. Tandis que si, là, on va parler de la honte malsaine, la honte malsaine, qu'on peut dire honte toxique, est créée lorsque la personne n'a pas été rassuré ni que la situation n'a pas été dédramatisée. À force de ne pas se sentir écouté ni rassuré lorsqu'on a voulu exprimer ses ressentis et ses pensées, on cesse aussi de le faire. Ce qui fait qu'on va vivre de la honte souvent. Cela crée des pensées du style « plus personne ne voudra être mon ami, puis personne ne va m'aimer, je serai toujours seul, personne ne me comprend, j'ai ma place nulle part ». Ils pensent qu'ils sont indignes d'amour, d'appartenance, voire d'existence.
Ça va donner un peu ça. Ça ne veut pas nécessairement que ça va être tout ça ensemble, ça peut être juste une de ceux-là. Là. Mais tu sais, si on vit une honte, souvent, on va se sentir indigne d'être aimé, ni être indigne d'exister. Ce qui est quand même vraiment très souffrant, là. On va se le dire. Se sentir comme un échec aussi à l'intérieur. Le vide devient le compagnon logique. Et vu qu'on n'est pas bien dans le vide, même si c'est notre compagnon, on va dire et penser que moi je suis mieux tout seul, j'aime mieux être seul que mal accompagné, qui est une phrase cliché, qui peut être vraie mais pas pour tout le monde. Ils vont se dire moi je vis bien le vide, mais honnêtement c'est faux. Ils vont se faire accroire ça. Ils vont y croire dur comme fer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps anesthésiés. Ils n'ont pas accès à leurs émotions. Je ne sais pas si j'ai donné cet exemple-là, mais je vais le donner en parlant de moi, sans parler de moi. J'avais une peur à m'amener des hauteurs et des fonds marins. J'étais pas bien avec ça. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc, c'était bizarre parce que pour moi, c'était justement la peur du vide. Mais j'avais jamais fait le lien entre le vide extérieur à soi, les hauteurs, les fonds marins, et le vide existentiel à l'intérieur de moi. Ce qui faisait que, à un moment donné, l'année passée, je suis parti en voyage des Maritimes. Puis je suis revenu, puis en revenant en Gaspésie, je me suis dit, hey, je vais aller faire une Fia Vereta. Vereta, excusez-moi si je le prononce mal, mais c'est pas grave. J'ai eu les hauteurs, tu sais, fait que je vais aller faire ça. Puis quand je suis arrivé, on était sur une espèce de pont en verre, ils vendent, ça tremble, ils nous montrent ce qu'il faut faire. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Quelle idée j'ai eue. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai choisi de faire ça? Moi, j'étais comme, hey, je vais le faire, tu sais, je vais faire face à ma vie, je vais faire face à une peur, je vais agrandir ma zone de confort, etc. Moi, je suis comme, moi, je le fais. J'arrive là, puis je suis comme, ah non, mon ego a pris la place, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Finalement, ils disent, ceux qui sont pas trop habitués, il y avait un pont suspendu, passez en premier. Moi, je suis comme, cool, je passe en premier, je le traverse. Mais rendu aux trois quarts, il dit, non, non, faut que tu reviennes, reste au milieu. Non, non, tu me niaises, là, je veux pas, là, je suis vraiment pas bien, là. Le pont, il tremble, j'ai ça pour mourir. Il nous dit d'attendre, et ils disent aux gens, ceux qui veulent, vous pouvez vous retourner de l'autre bord des cordes, puis vous tenir à l'envers sans vos mains, juste la corde. Je suis comme, non, 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 non. Oh non, il n'y a pas des gens qui vont faire ça, là, je suis vraiment pas bien. Moi, je suis comme, je regarde devant moi, je regarde pas à terre, faut pas que je le regarde, je serais pas bien, je serais pas bien, je serais pas bien. Puis là, finalement, il nous dit d'avancer. Puis quand je vais sur le roc, la roche, ça c'est plus stable. Je suis comme, ah, ça fait moins peur ça. Je peux regarder en bas, je peux regarder les autres se tenir, puis j'ai pas peur. Ben j'ai moins peur. Fait que j'étais comme cool. Cette année, je suis allé à Valence, en Espagne. J'étais allé dans un musée de l'archéologie et j'ai été. Il y avait un plancher de verre avec une ruine. C'était un trou, mais on voyait pas dans le fond. Je peux pas te dire c'était quoi. Ça devait être un puits, hein, j'imagine, dans le temps, là, mais il y avait un trou. Et là, j'ai ressenti comme une espèce de peur monter, comme oh mon Dieu, c'est le vide, c'est haut. Pourtant, c'est stable. Là. Et dans un même coup, j'ai eu un éclair de génie, une illumination. J'ai fait le lien entre mon vide et ma peur du vide existentiel, la peur du vide relationnel, le vide de ne pas avoir assez vécu. Tu sais, un vide, là, le vide. Et les fonds marins, les hauteurs, les trous, le vide. Et j'ai eu plein d'idées, plein de pensées pendant ce temps-là, que je nommerai pas pantoute, là, mais j'ai fait plein de liens avec ma vie, plein de choses. J'ai compris plein d'affaires, j'ai fait plein de liens, puis j'ai fait... Et à ce moment-là, j'ai senti un certain relâchement, un certain soulagement, une certaine joie. J'ai quand même ri pendant ce temps-là. Pour vrai, le monde me trouvait peut-être un peu bizarre, mais c'est pas grave. Moi, les malaises, ça me dérange pas. Puis, je riais un peu. Fait que le lendemain, j'ai dit, je vais aller dans un canyon. Je voulais le faire de toute façon. Puis, il y avait un des ponts suspendus. Je me suis mis à traverser les ponts suspendus et je n'ai tellement pas ressenti de peur. Le pont, il branlait. C'était haut, là. Il y avait du vent. Puis, j'ai ri quand j'ai traversé le pont parce que j'étais, hey, je peux le traverser. Je pouvais même rester dessus, prendre des photos. J'étais bien, là. Fait que j'avais vécu ça.
fait que ici, c'est ça. Tu sais, quand le vide devient notre compagnon, j'ai toujours cru que le vide, pour moi, c'était. Je suis capable tout seul, ça me dérange pas. Je me l'ai dit souvent, moi aussi, là, j'aime bien mieux être seul que mal accompagné, ce qui était un petit peu faux parce que c'était ça. Puis j'avais une envie de vivre, une espèce d'urgence de vivre qui était de faire le plus de choses possible, de voyager, de faire des activités, de vivre des expériences. Mais j'en ai compris que tout ça, puis j'ai encore envie de vivre des expériences, c'est pour combler un vide. J'avais envie de relationnel, mais il y a une bonne part de mes relations que ça a été pour combler un vide et non une réelle relation. T'sais. Puis tu sais, j'en parle sans jugement envers moi-même, puis sans vraiment souffrir de ça en ce moment parce que j'ai travaillé sur moi, mais parce qu'aussi, genre, quand même beaucoup de gens vivent cette expérience sans. Il y en a qui vont le ressentir, mais il y en a qui s'en rendront pas compte parce que c'est facile de s'anesthésier dans notre société. On peut écouter Netflix puis toutes les autres plateformes, ça nous anesthésie, tu sais, le divertissement, c'est anesthésiant. On peut aller faire beaucoup de sport, tu sais. J'ai des gens que je connais dans mon entourage qui sortent constamment. On peut rencontrer, on peut être toujours avec des amis. Tous les jours, on est avec des amis. Ça peut être des gens qui datent à tout le temps. Ça peut être aussi des gens qui datent plusieurs personnes à la fois. Ils vont avoir beaucoup d'une vie sexuelle très riche. Ils vont travailler beaucoup. Ils vont avoir 2-3 projets. Tu sais, tout ce qui peut nous pousser en avant. Il y a tellement de choses dans notre société qui est faite pour se divertir, se créer des illusions et ne pas ressentir. Ce qui fait en sorte que il est rare qu'on va aller chercher de l'aide ou on va se dire que ça marche pas. T'sais. On va souvent mettre la faute sur l'autre ou sur ce qui se passe à l'extérieur de nous au lieu de se regarder. Et c'est pas un reproche, on le fait tout un peu. Là. Fait qu'à force d'être. Là, je reviens, excusez-moi. À force d'être bloqué, où vont toutes ces émotions? Les émotions non exprimées vont rester bloquées dans notre corps. C'est le corps qui va en souffrir, ce qu'on nomme la psychosomatisation. Là, on peut dire que des fois, ça peut se transformer. La psychosomatisation, c'est le corps qui va exprimer les émotions par des problèmes, par des mots. MAUX, là, par des douleurs comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, la couffaine, la migraine. Là, je pourrais en nommer d'autres. Ça peut être avoir des... pour les filles, là, surtout là, des infections urinaires à outrance. Là, c'est parce qu'ils sont pas bien. Parce que le corps... Moi, je connais quelqu'un qui a été en relation avec quelqu'un longtemps. Puis ils couchaient ensemble, mais à chaque fois qu'ils couchaient ensemble, c'était une infection urinaire. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble, mais elle est capable. Je ne sais pas réellement si la personne est capable parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette conversation, mais est-ce que la personne aujourd'hui est capable de se rendre compte qu'elle pourrait faire le lien entre les infections urinaires? Parce qu'elle m'avait parlé d'une autre personne où ils couchaient ensemble. 0 infection urinaire, jamais. Et c'était des rapports sexuels quand même assez très fréquents, là. Et pendant 4 mois, ça a duré et aucune infection urinaire. Mais pendant 4 ans, l'autre personne avant, des infections urinaires à toutes les semaines quasiment. Il y a quelque chose à se poser comme question. Il peut y avoir aussi développé des gens qui développent, ça ne veut pas nécessairement dire, c'est pas des causes à effet là, nécessairement. Mais les émotions non ressenties, non vécues vont le corps, lui, il va les garder, puis ça, c'est un problème. Hein, mais les émotions ont besoin d'être évacuées. Hein, c'est des mouvements vers l'extérieur, fait que c'est le corps qui va les sortir. Ça peut être des mal de dos tout le temps, le bas du dos, le haut du dos. Mais ça peut être aussi, comment on appelle ça déjà, les gens qui ont peur des maladies, ils pensent qu'ils ont toujours... qui ont toutes les maladies du monde. Mais ça peut être de l'anxiété, en effet. Mais ça peut être aussi, parce qu'en général, on les ressent, ces symptômes-là, pour vrai. Là. C'est pas vrai que c'est juste dans notre tête. On les ressent pour vrai. Les sensations physiques de problèmes ou de maladies, on va les avoir. Fait on va développer
la peur de l'avoir, fait qu'on va tout le temps aller chez le médecin. Mais en même temps, c'est une très bonne façon aussi d'anesthésier une émotion, de déplacer ailleurs. T'sais. Maintenant qu'on a parlé beaucoup de comment on développe le style d'attachement évitant, on va aller à la rencontre de soi et de ses émotions. Puis là, c'est pas magique, là. C'est un peu comme n'importe quoi, là. On va y aller par étapes, mettons, là. Mais c'est pas linéaire nécessairement. Ça va être un chemin qui est long et ardu. Ça sera pas facile comme tout, là. N'importe quel diagnostic ou symptôme de quelque chose qu'on veut changer, qu'on veut améliorer, peu importe. Les solutions, on va dire ça comme ça, les stratégies, les façons de faire, ça va rester un peu la même. Comme j'en ai parlé beaucoup, les émotions, ici, il faut être en contact avec eux pour pouvoir changer quelque chose. Fait que la première étape, ça serait je découvre mes émotions. Et là, comment on fait ça? De la thérapie, lire des livres, avec des proches, des conférences, ça peut être des vidéos YouTube, des reels qui passent, parce qu'il y a tellement d'argent. Moi, j'en vois plein des reels sur les styles d'attachement. Plein de gens en parlent. Il y a plein de coachs de vie là-dessus. Il y a plein de thérapeutes en relation d'aide là-dessus. Beaucoup, beaucoup de gens vont en parler. Il y a des livres quand même très bien. Les deux que je vous ai parlé, en fait j'en ai trois, là, mais le troisième va être avec le prochain podcast. Mais juste le livre Coupé des autres, coupé de soi, c'est clair, c'est vulgarisé, c'est pas fait pour un universitaire, là, c'est fait pour tout le monde. N'importe qui pourrait lire ce livre-là et comprendrait. Il ferait des liens avec sa propre vie. Comme l'autre aussi, ça peut être En tout cas, il y a plein de façons. Puis ce qui est aidant, c'est de savoir en quoi l'émotion est utile. C'est le fonctionnement de l'émotion, c'est de la description de chacun des émotions. J'y vais vite. La peur sert à protéger son intégrité. La colère, c'est mettre une limite, se faire respecter. La tristesse, c'est dire au revoir. C'est une transition de vie, la tristesse. Fait que ça, c'est la première. La deuxième étape, c'est je surfe sur mes émotions. Les émotions, c'est comme des vagues. Il faut accueillir l'émotion. Puis là, on peut y aller par la respiration apaisante et profonde. On peut utiliser la danse, la musique, la peinture, toujours parce que la danse, l'art en général, c'est un mouvement vers l'extérieur. Faut pas oublier qu'une émotion, c'est ça. L'art d'être avec nos émotions et de nous laisser traverser par elles, accueillir du mieux qu'on peut et le plus souvent possible. Ça va être un long chemin car les émotions anciennement brimés continue de nous faire peur longtemps après. Fait que, on commence par les émotions qu'on vit actuellement, mais plus on avance, plus on va aller vers d'autres émotions plus profondes, plus anciennes, parce qu'ils sont encore là. Hein. Les émotions que tu as vécues à 5, 8, 10, 12, 15 ans, là, ils restent en toi s'ils n'ont pas été vécus, s'ils ont été refoulés à force d'être anesthésiés. Là, ils ont pas été exprimés, puis c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui finissent par devenir très aigris de la vie ou très colériques aussi, ou avoir développé d'autres problèmes aussi. Là. C'est travailler sur soi, le lâcher prise aussi, puis la pleine conscience, ça fait revenir des émotions. Fait qu'il faut respecter son rythme aussi. T'sais. Ça peut être long. Après ça, on tombe dans j'exprime mes ressentis. Il faut trouver des modèles, des personnes pouvant exprimer librement et sincèrement leurs émotions. Fait que si tu es avec quelqu'un qui le fait, c'est important parce que, en fait, est important. Il faut trouver des gens comme ça parce que c'est important pour retrouver l'accès à nos propres émotions. Si on a des exemples de gens autour de nous qui sont capables de le faire, ça va nous donner le goût, ça va nous motiver, puis ça peut nous aider aussi parce que si l'autre est capable de communiquer puis que moi je peux communiquer avec, je vais apprendre à le faire. Comment faciliter la parole d'un évitant? Ça, c'est plus pour les gens qui l'entourent. Mais en fait, c'est d'être disponible et présent. C'est un espace, il faut donner l'espace d'écoute, être patient. Ce qui est très difficile. On peut utiliser avec la personne, mettons qu'on est en couple avec la personne, on peut apprendre à utiliser une échelle de présence. De 0, je suis 0 disponible psychiquement, 100%, je suis 100% disponible psychiquement. Ce qui est important à faire, c'est que
Puis ça, on peut pas le savoir d'avance. On va le découvrir, tu sais, mais il y a un certain seuil de pourcentage où si moi je suis assez disponible émotionnellement pour l'autre, ben ce qui va arriver, c'est que l'autre va se sentir disponible pour nous, donc il va s'exprimer tranquillement, pas vite. Mais s'il sent, il va le sentir si on n'est pas assez disponible, donc ils vont se refermer. Et ça va briser le couple. Fait qu'il faut être capable, en mesure de savoir, je me situe où. Et aussi, après ça, c'est de dire, d'être capable d'exprimer à l'autre, là, je suis juste à 20% disponible pour toi, ce qui fait que l'autre, ben, il va être à 20% disponible aussi. T'sais, ce qui fait que si je suis capable de nommer, je suis juste à 20% disponible, ben, l'autre sait à quoi s'attendre. Fait qu'il va comme faire, oh, je vais pas aujourd'hui m'ouvrir. Mais si je suis plutôt à 60-70% disponible, il y a de bonnes chances que l'autre s'ouvre puis il va être à 60-70% disponible à s'ouvrir et à essayer. T'sais. L'autre va le ressentir. Bon, c'est ça. Après ça. Puis là, je les mets un peu en ordre, ce qui est quand même important parce que c'est difficile de passer d'une étape à l'autre si on n'a pas fait la première. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est obligé, puis c'est pas toujours linéaire, on peut avancer, on peut reculer. L'autre étape, c'est je me confronte à mon passé. Là, en général, c'est toujours mieux de faire des thérapies pour ça, ça va bien. Mais la plupart vont se dire à quoi ça va servir. Le passé, c'est le passé. Je vais juste être encore plus mal. Faut penser au futur. Puis ça, je l'ai entendu quand même. Faut penser au futur, le passé, ça reste en arrière. Le cœur du processus se fait dans l'expérience. De pouvoir partager l'expérience d'origine ayant généré la honte avec un autre humain qui nous fait vivre une expérience émotionnelle correctrice. Quand l'autre est présent, touché, nous accueille inconditionnellement, cela répare et transforme. Fait que c'est pour ça que la thérapie peut être utile, sinon c'est vraiment de trouver des gens qui sont disponibles et qui ont une expérience émotionnelle un peu plus avancée ou un peu plus développée ou un peu mieux avec eux-mêmes. Développer, après ça l'autre étape, c'est développer de la compassion envers soi. On va se dire, je suis naïf, bête, incapable, pas bon. C'est ça qu'on va se dire souvent. Fait que là, il faut accueillir, il faut se donner du soutien et de l'amour aux parts du passé, aux parts du passé qui souffrent. Cela aide à modifier l'image de soi. L'envie et le courage reviennent, la sécurité d'attachement, la connexion à soi et aux autres, tranquillement pas vite. Parce qu'il faut faire une part. Il faut aller revisiter le passé pour ce qu'on va dire, faire la paix avec son passé, faire la paix avec ce qu'il a eu et l'accueillir pour être plus connecté à soi, mais en même temps être plus connecté avec l'autre. Puis plus on est connecté avec l'autre, plus on se connecte à soi. Ça va un peu dans les deux sens. Après ça, il y a « je reviens dans mon corps ». Celui-là, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez commencer par ça. Ça, c'est tout le temps. C'est pas quand on est rendu là. Vous pouvez le faire n'importe quand. Parce que c'est lorsque la personne est déconnectée de ses émotions, ne font pas des choix éclairés. Les gens, excusez-moi, je vais leur dire, les gens qui sont déconnectés de leurs émotions ne font pas des choix éclairés. Ils le pensent. Parce que trop d'émotions empêchent de penser. S'apaiser, s'équilibrer, se recentrer, se réaligner va permettre de garder la stabilité interne afin de remettre de la connexion entre les différentes parties de soi. Le sport, un sport doux, c'est pas des sports extrêmes. Mettons, on va donner comme l'exemple de la danse libre, de la danse latine, de la danse où il n'y a pas trop de règles. Ça peut être d'aller se faire masser, la massothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'art, la musique, les thérapies EMDR, tout ça, là. C'est toutes des choses qui nous aident à se reconnecter à notre corps. Le yoga. La prochaine étape, j'ose la relation et l'intimité, l'évitant à un réseau social amical et affectif assez réduit. Possiblement, pas de confidence. Ça va être des relations où il n'y a pas vraiment de confidence, ni de leur monde intérieur. Il va y avoir des relations amoureuses, mais ça ne sera pas engagé ou ils vont rester célibataires.
Fait que, tu sais, ils vont fréquenter des gens où ils vont rester dans des relations floues, sans vraiment dire. Tu sais, souvent, pour quelqu'un qui va un évitant, il va être content d'être avec quelqu'un qui va dire ah, les termes qu'on se donne, c'est pas important. On vit ce qu'on a à vivre, puis on verra plus tard. Parce que ça l'empêche, justement, de ressentir qu'il va avoir un engagement. On le voit pas, on le sent pas, on remet ça plus tard. Et quand on accepte ça, l'affaire, c'est que c'est rare que ça va toffer dans le temps. Il y a toujours une. Il va y avoir un moment où il va falloir qu'on parle du flou puis vers où ça s'en va. Et ça devient quelque chose de difficile pour deux évitants ensemble ou pour un évitant parce que s'il y a une personne sécure, elle va vouloir en parler, ça c'est sûr et certain. Elle va mettre carte sur table, elle va dire là il faudrait parler. Mais l'évitant n'aimera pas ça. Si c'est une personne avec un style d'attachement anxieux, ben là, ça c'est moins parce qu'elle, elle va vouloir plus de. Elle va vouloir quelque chose, là, beaucoup plus rapide que la personne sécure, mais elle va vouloir quelque chose qui est. Ok, il faut le nommer, là. C'est que c'est envahissant. Mais pour les deux évitants ensemble, ça va être difficile de savoir à quel moment je suis comme ah, j'aimerais ça. Fait que ça se peut que ça s'exprime tout croche, ça se peut que ça s'exprime mal. Et comme j'ai déjà vu, ben ça se peut qu'il n'y ait pas d'expression réelle de ça, mais ils vont quand même dire des reproches à l'autre ou ils vont comme dire ah, comment ça s'attacher, fait que les pics, tu sais, fait que là ça commence. Puis là, ben, ça refait naître des mal-être, puis ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un, là, il commence à se déconnecter l'un l'autre, puis là, ben, il y en a un qui comme, ok, mais à un moment donné, là, on peut-tu comme savoir où est-ce qu'on s'en va, mais ça va être dit un peu tout croche, et ça sera pas comme, ah, fait que là, ça met plus de pression, puis là, personne n'est content. Fait qu'inévitablement, rester dans un flou, on peut faire ça un mois, 2 mois, mais c'est rare que ça va dépasser le 3 mois. Après ça, c'est soit tu sais que tu veux être avec, soit tu le sais pas. Puis si tu le sais pas, mais c'est parce que t'as pas tant envie d'être avec. Mais en même temps, comment tu fais pour le savoir si t'es pas conscient de la personne que t'es ou si tu te connais pas puis tu sais pas ce que tu veux? Fait que tu sais, c'est ça. Fait que s'ouvrir peu à peu aux autres évite d'éviter. Faire de l'exposition en demandant de l'aide sur des petites choses. Parce que les gens vont se dire, l'autre, parce que si on est capable de se dire un petit peu en faisant de l'exposition, ben tu sais, l'autre peut être mon allié. J'ai le droit de demander et de recevoir de l'aide. Donc j'ai le droit de communiquer. Il faut que l'autre réponde à une demande d'aide claire aussi, pour que l'évitant apprenne à formuler correctement ses besoins. Fait que ici, tu sais, les phrases du style ah, ce serait bien de ah, peut-être qu'on pourrait ah, on verra, mais tu sais, c'est pas des demandes claires, ça reste flou, fait que c'est pas aidant. Fait que si, mettons, vous avez à vivre ça avec quelqu'un d'évitant puis qui vous dit ah, ça serait bien que ben, vous attendez puis vous répondez pas. Vous attendez que la personne soit capable de formuler une demande. Mettons qu'elle ne le formule pas puis qu'elle va faire ce qu'elle a dit de faire. Mettons, aller, je sais pas, moi, la personne a dit ah, ça serait le fun qu'on aille marcher. Non, c'est pas ça serait le fun. Oui, ça serait le fun qu'on puisse faire une marche. Elle n'a pas demandé veux-tu aller faire une marche? Elle a dit ça serait le fun. Puis là, la personne, elle attend une réponse de votre part, mais elle ne le fait pas. Puis là, elle va prendre une marche tout seule, puis quand elle revient, elle est un peu grognonne ou fait de l'agressivité passive. Mais là, vous pouvez lui dire, si la personne ne change pas sa demande en direct, et qu'il y va seul, faire ce qu'il voulait, nous pouvons réaborder sa manière de communiquer. De dire, moi, tu m'as juste dit que ça serait le fun. Tu m'as pas dit, allons. Veux-tu aller faire une marche ou veux-tu aller cueillir des fraises ou veux-tu faire telle activité? Ça devient une demande claire. Et là, on répond à son besoin. Parce que pour l'évitant, il connaît des fois ses besoins, mais il les connaît pas. Mais de les exprimer, c'est difficile. Fait qu'il va faire des demandes indirectes. Puis il va attendre que tu devines. Puis là, si l'autre répond aux besoins, ben lui, il comprend que ben, j'ai pas besoin d'exprimer mon besoin. Ou j'ai pas besoin de le connaître parce que l'autre y répond. Et c'est là qu'il y a le style d'attachement anxieux et évitant vont ensemble parce que l'anxieux va souvent comprendre les besoins de l'autre, fait qu'il va y répondre instinctivement sans même que l'autre l'ait nommé. Ce qui fait que l'évitant, il a besoin de rien faire. Fait qu'il est content. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'anxieux aussi a des besoins, mais l'évitant, il répond pas. Fait que là, ça crée des tensions.
qui fait en sorte que là, l'évitant ne répond plus à son besoin, donc il va probablement mettre fin à la relation ou, sans mettre fin à la relation, juste disparaître. L'autre étape, c'est que les contacts physiques sont importants. Comme j'ai dit au début, ça va créer de l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, le neurotransmetteur de l'amour, ce qui fait que ça crée des liens. Fait que le toucher physique est quand même important. Les câlins, ça reste là. L'autre étape, c'est je vis dans le présent et retrouve ma capacité d'émerveillement. Ils vont se dire, tu sais, dans le fond, ce qu'il faut qu'on se dise un peu, c'est à nous-mêmes, ça va être de se dire, hey, de reconnaître, hey, en ce moment, je suis pas là, il faut que je revienne dans le moment, dans l'instant présent. Ah, ma tête part ailleurs, mes pensées sont pas, bam, reviens. Et c'est là que ça devient important, la pleine conscience, la méditation, la nature. La nature, là, est un puissant reconnexion à soi. La méditation, ça l'aide. Il y a plein d'autres choses qui aident à ça, mais c'est d'être capable de revenir. Tu sais, quand vous êtes en voiture, on pense beaucoup à des choses, c'est de revenir. On peut utiliser aussi nos sens, nommer, utiliser des techniques d'ancrage pour se ramener dans le moment présent. Les techniques d'ancrage, ça peut être une image qu'on utilise, puis qu'on se rappelle, qu'on traîne avec nous, puis que ça nous fait rappeler le moment présent. Ça peut être de se dire souvent dans sa tête, genre, oh, je suis en train de penser à de quoi, là, je suis pas dans le moment présent. Mais tu sais, on peut le faire aussi quand on communique avec les autres. Souvent, on écoute les autres en préparant notre réponse, mais c'est pas ça écouter. Fait que revenir dans le moment présent, c'est de faire, oh, je suis en train de préparer ma réponse, donc je vais arrêter, puis je vais écouter pour vrai. L'autre étape, c'est je sais qui je suis et découvre le sens de mon existence. Là, ici, vous allez peut-être un peu moins... comme je parlais du vide existentiel, avoir un sens à sa vie, je vais donner un exemple. Moi, j'ai des qualités internes quand même assez... Même si ça va pas, je vais quand même avoir de l'empathie et de la bienveillance pour les gens. Je vais souhaiter le meilleur pour le monde, même si je suis bien triste et bien fâché. Ce qui fait que, au travers de la vie, j'en ai compris que ce qui me fait vivre des émotions de joie, ce qui me fait avancer dans la vie, ce qui fait que que j'ai envie de continuer d'avancer, c'est faire la différence dans la vie de quelqu'un. Là, c'est sûr que des fois, ça m'amène des amis ou des relations amoureuses où je nourris mon ego, justement, à faire la différence dans la vie, donc à devenir une espèce de sauveur, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais, ça reste que j'ai beau revisiter mes valeurs, j'ai beau reconstruire mon identité quand il y a des coups durs de la vie, j'ai beau penser dans tous les sens, si je pouvais changer de quoi, le sens de ma vie, ça va toujours être faire la différence. Les injustices, si on pouvait trouver des moyens de les rendre justes, si on pouvait aider le monde, c'est quelque chose qui me pousse vers l'avant, c'est quelque chose qui me valorise, c'est quelque chose, ça nourrit une flamme de vivre, d'avancer, tu sais. Fait que c'est important de trouver le sens à sa vie. Puis c'est un peu pour ça que je fais des podcasts. Puis c'est pour ça que je travaille en relation d'aide, tu sais, puis c'est retrouver le sens à sa vie. Puis comment qu'on fait ça? Ben, c'est sûr qu'on va aller en thérapie, oui, mais c'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître, tu sais. Mais il y a aussi un côté où la philosophie peut aider à plus de présence à soi. Là, j'entends déjà des commentaires du style « Ouais, mais la philo, c'est quelque chose de compliqué, c'est abstrait, c'est blabla. » Oui, mais en même temps, l'existence de sa vie, c'est quelque chose d'abstrait aussi, tu sais, puis c'est quelque chose de pas facile. C'est pour ça que c'est dans les dernières étapes faire ça, là. C'est vraiment la dernière étape. C'est qu'en confrontant nos propres vulnérabilités, nous devenons plus forts et découvrons le sens de notre existence. Et la vraie joie en découle. C'est pour ça que la philosophie, c'est des questions larges qui mènent à réflexion, mais qui ne mènent pas toujours à des réponses concrètes, mais qui nous aident à réfléchir autrement, qui nous sort de notre zone de confort, qui va l'agrandir, mais aussi qui va nous sortir de la rigidité ou de la routine. Mais
ça va nous aider aussi à voir la vie et les situations différemment, donc de nous ouvrir, à nous découvrir plus. Et c'est comme une roue qui tourne, donc à vivre plus de joie. Fait que pour terminer, se couper de soi aide un temps et un retour à soi par la suite. C'est aidant d'être capable de remercier que oui, ça a été là, de donner de la gratitude à ça, mais qu'à un moment donné, ça peut pas être là toujours. Fait qu'à un moment donné, c'est se reconnecter, un retour à soi, un revenir dans le moment. Ça va être un chemin qui est semé d'embûches, c'est non linéaire, qui peut faire vivre des crises d'angoisse, des idées noires, des pensées du style si seulement je ne faisais plus de crise ou si seulement je n'avais plus cette tristesse. Cela, là, quand on est rendu là, ça veut dire qu'il faut s'occuper de nous quand on commence à dire ça. Le sentiment d'être vu, entendu et reconnu, c'est quelque chose de quand même important. La pensée de la personne, ça va être enfin quelqu'un s'intéresse à nous, je peux m'exprimer de manière ouverte, libre. Puis tu sais, ce qui est difficile ici, c'est souvent quand on a quelqu'un de même dans notre vie, c'est déstabilisant, on ne sait pas trop comment vivre ça, Fait que souvent on va rejeter ces gens-là, on va les éviter parce qu'on sent que ça va nous faire vivre de quoi, on sent qu'on peut vraiment s'ouvrir, on sent qu'on peut être nous-mêmes. On sent qu'on peut communiquer, on peut changer, on sent qu'on peut s'attacher, on sent qu'on peut s'engager. Et ça fait peur. Fait que des fois, on les rejette, ou on les met de côté, ou on les évite. Fait que ça peut être difficile. Faire le lien du passé puis du présent par des paroles chargées émotionnellement et partagées avec une autre personne bienveillante ça va enlever peu à peu l'évitement face à ça. Communiquer un besoin, formuler un ressenti, écouter l'autre aide à vivre des expériences relationnelles correctrices et réparatrices. Soyons curieux, lisons, écoutons, laissons notre esprit vaquer à des associations d'idées créatrices. Ça va aider à nous changer. Fait que comme promis, finalement, mon podcast se termine ainsi. Il est un peu long, mais je trouvais vraiment intéressant de le faire. Le prochain sera... en fait, ça se peut que je publie à premier sur l'anxiété, mais le prochain, ça va être dans les styles d'attachement anxieux. Je vais probablement faire la même chose en 2 parties. Je vous souhaite une belle journée.